Bonjour, monsieur le procureur. Alors, sans plus tarder, continuons. J'aimerais savoir, durant la période de la crise post-électorale, donc toujours les mêmes dates, 28 novembre 2010 au 11 avril 2011, qui était chargé de faire les enquêtes si crime avait été commis par des FDS? Monsieur le Président, je voudrais, avant de répondre à la question, solliciter votre autorisation pour répondre à la conclusion qu'a tirée hier le procureur, à savoir que je n'étais pas détenteur d'une réquisition et que j'avais déployé l'armée sans la réquisition. Je voudrais donc votre autorisation pour y répondre. Your Honors. Messieurs les juges, le juge président, allez-y, monsieur le témoin. Président, juste appeler l'attention du procureur sur le fait que dans aucune armée du monde, une armée sérieuse, les officiers ne déploient une armée dans une localité qui est de la compétence de la police ou bien de la gendarmerie sans réquisition. J'ai bel et bien reçu une réquisition avant de déployer l'armée à Abobo. Et là, je ne suis pas dupe, parce que les manœuvres d'hier du procureur, en recherchant certains articles dans le préambule, étaient pour arriver à cette conclusion. Donc, j'affirme ici, haut et fort, qu'une réquisition m'a été remise et que c'est à l'issue de, après avoir reçu cette réquisition, que l'armée a été déployée à Abobo. Pour répondre à votre question, monsieur le procureur. S'il vous plaît. Oui. Les enquêtes sur les crimes sont du ressort de la police ou de la gendarmerie. Mais pour tout ce qui est crime commis par les éléments de l'armée, c'est la gendarmerie qui est compétente pour faire les enquêtes là-dessus. Très bien. Alors, j'aimerais, M. Mangou, pour le prochain sujet, discuter des événements du 16 décembre 2010. Avez-vous été informé qu'il y aurait une marche sur la RTI le 16 décembre 2010? Et si oui, quand? Oui, j'ai été informé de ce qu'il y aurait une marche le 16 décembre 2010. Il y a eu une note de Monsieur le ministre de l'Intérieur, de Monsieur Émile Guillerou, qui interdisait la marche, mais qu'en plus, les informations avaient été relayées dans les journaux et moi-même personnellement, j'ai été appelé par Monsieur le Premier ministre Soro Guillaume, qui m'a dit qu'il allait installer le directeur général de la RTI et qu'il me demandait de laisser passer ces hommes. Que lui avez-vous répondu? Alors j'ai dit très respectueusement à Monsieur le Premier ministre que le gouvernement nous a instruit et que la marche est interdite, donc que je lui demandais très respectueusement de renoncer
à la marche. Alors, à cette étape-ci, Monsieur le Président, en espérant que soit nos difficultés d'aiguillage au niveau de l'accusation, mais aussi au niveau technique dans la salle, sont réglées et qu'on puisse appeler la vidéo CIV OTP 0074 0054 de la minute 4:07 à la minute 7:38, un reportage RTI de 20 heures, du journal de 20 heures. C'est la pièce 452 sur notre liste des éléments. Le transcrit est le 0087-0385, les lignes 1 à 40, avec l'onglet 517. Et j'espère que ça va être comme ça toute la journée. Je vous remercie. Si on pouvait, M. Mangou, regarder cette vidéo, je reviens avec mes questions. D'accord? Merci. Et on va s'intéresser tout de suite aux affaires militaires. Demain jeudi, après demain vendredi, le RHDP projette marcher sur Abidjan. Pour les forces de défense et de sécurité, ces marches ont un élan d'action de force, donc vont créer forcément de graves troubles à l'ordre public. Les forces de défense et de sécurité pensent que ces marches visent à les opposer aux populations. C'est pour cela leur porte-parole lance un appel à tous ceux qui vivent sur le territoire de s'abstenir et de ne pas s'associer à cette entreprise. Des informations en possession de l'état-major des armées font état de l'organisation de 2 marches par le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP. La première marche, prévue pour le jeudi 16 décembre 2010, sur la maison de la télévision nationale, est destinée à y installer un nouveau directeur général de la RTI. La seconde marche, qui aura lieu le vendredi 17 décembre 2010 sur la primature de la République de Côte d'Ivoire, prévoit y installer un nouveau Premier ministre. Les mêmes informations affirment que le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Côte d'Ivoire soutient ces projets. En outre, il a même reçu en audience un journaliste de la presse étrangère à qui il a donné l'information. Il faut le dire clairement, ces marches, à relent d'actions de force, donc de troubles graves à l'ordre public, n'ont pour unique finalité que d'opposer d'innocentes populations aux forces régulières de maintien de l'ordre public et espérer obliger les forces de défense et de sécurité à un affrontement avec des Ivoiriens. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire dénoncent fermement de telles attitudes. Elles désapprouvent ainsi les manœuvres souterraines aux desseins inavoués de personnes censées aider la Côte d'Ivoire auprès de laquelle elles exercent la paix. En tout état de cause, le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées, et l'ensemble des forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire tiennent M. Choy pour responsable des conséquences imprévisibles qui pourraient résulter de ces actions projetées. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire lancent alors un appel aux braves Ivoiriens, Ivoiriennes et à tous ceux vivant sur le territoire national, épris de paix et soucieux de la stabilité de la Côte d'Ivoire, afin de s'abstenir de s'associer à de telles entreprises périlleuses. Les forces de défense et de sécurité de Côte d'Ivoire les invitent à continuer de vaquer dans le calme et la tranquillité à leurs différentes occupations, seules capables de leur garantir un mieux-être social. Que la grâce de Dieu Tout-Puissant, seul maître du destin des nations et des peuples, abonde sur la Côte d'Ivoire en cette période. Faite à Abidjan le mercredi 15 décembre 2010.
C'est la déclaration des forces de défense et de sécurité relativement aux marches prévues par le RHDP à partir de demain. Et pour clarifier, Monsieur le Président, vous êtes le piétage, 7 minutes, 39 secondes, 19 dixièmes. Vous avez mentionné tout à l'heure, Monsieur Mangou, avoir dit, et je lis à la page 3, ligne 14 à 16, et je cite, « Alors j'ai dit très respectueusement à Monsieur le Premier ministre que le gouvernement nous a instruits et que la marche est interdite. Donc, je lui ai demandé très respectueusement de renoncer à la marche. » Quelles sont les autorités, donc, qui vous ont instruit? La marche était interdite par le gouvernement. Êtes-vous capable de nous dire qui vous a dit personnellement que la marche était interdite? Je l'ai souligné tout à l'heure, c'est un communiqué du ministre de l'Intérieur. Mais qu'en plus, nous-mêmes, nous avons eu une réunion avec le ministre de la Défense qui nous a informés de ce que la marche était interdite par le gouvernement. Avez-vous participé à la rédaction de ce communiqué du 15 décembre du colonel Babry? Non, je n'ai pas participé à la rédaction, mais c'est plutôt moi qui l'ai instruit de faire un communiqué. La veille de la marche, donc en date qui a eu le 16, avez-vous rencontré le président de la République pour en discuter avec lui? Non, je n'ai pas eu de rencontre avec le président de la République. Très bien. Alors, M. Mangou, je vais avant de poursuivre, la veille de la marche, êtes-vous allé rendre visite au président de la République? Alors, je le disais hier et je le maintiens toujours. Hein. Vous savez que ça fait 6 ans. Je vous ai dit que les visites pour rencontrer le président à sa résidence, il y en a eu. Et que par conséquent, je ne pouvais pas retenir les dates. Je l'ai souligné. Je ne peux pas affirmer que je l'ai rencontré, mais si vous me montrez des documents, je verrai bien si j'y étais ou pas. Très bien. Alors, peut-être justement, on peut vous montrer le registre des visites
Commençons par le registre des visites à la résidence. 0088 0863, toujours. Et si on peut appeler la page 1009. Alors, M. Mangou, on va montrer la page en haut. On va faire un petit exercice. Madame, vérifiez si on pouvait monter en haut. Alors, on voit que les dates, malheureusement, n'apparaissent pas. Donc, on va aller à la page précédente, la page 10087. Excusez, 1007. Et on va regarder en haut. On voit que le registre tout à fait en haut, c'est le service du mardi 14 décembre. Donc, et je vais vous montrer la page après, la page dont la date n'apparaît pas. Si on pouvait aller maintenant à la page 1011. Et on voit ici service du jeudi 16 décembre 2010. D'accord? Je vous suis. Alors, nous allons revenir maintenant à la page 1009. Et si on regarde l'entrée 19, et si on pouvait faire un petit zoom, merci. On voit qu'il y a une entrée générale Cassaraté plus SEMA pour le PR à 21h52 avec un départ de la résidence à 22h55. Et si on pouvait aller plus loin, la prochaine page, donc la page 1011 en haut. En haut, s'il vous plaît. On voit les entrées 20, le ministre Alcide JJ, l'entrée 21, le ministre de la Défense. Et on voit les heures. On voit également le directeur général de la police, arrivé à 22h28 et quitte au... Un instant, est-ce que j'établis... Monsieur le Président, je peux continuer? Merci. Monsieur le Président. Yes. Continue till the end, pose a question, Because then then I I'm give gonna the ask floor my to Madame question. Drie. Yes. Le juge président, continuez jusqu'à la fin, après quoi nous donnerons la parole à Maître Ndri. L'heure de sortie, Le président, non. 55. Du DG de la police, donc à la même heure que la vôtre. Ma question, vous rappelez-vous avoir visité la résidence dans le but de rencontrer le président? La question est la suivante. Le 15 décembre 2010. Please, Mr. Le président, Monsieur Mangou, un instant, s'il vous plaît.
Maître Ndri, c'est à vous maintenant. Allez-y. Stepping out, Your Honor. Because Monsieur le procureur, Monsieur le Président, j'aimerais bien que Monsieur Mangou se retire. J'aimerais bien que le témoin sorte du prétoire. Je ne veux pas que l'on commence à discuter du contenu du registre. Le juge président, je vais demander à Maître Andry ce qu'il va dire et je déciderai si le témoin doit sortir. Ce n'est pas à vous de décider si le témoin doit se retirer ou pas. Donc je demande à Maître Andry si c'est nécessaire par rapport à ce que vous allez dire que le témoin se retire ou pas. Pas nécessaire. Le témoin peut rester. OK. Très bien, alors poursuivez. Président, je ne voudrais pas donner l'impression de celui qui, de façon intempestive, fait des observations. Mais je suis désolé, je suis au regret. Si, à chaque fois que je soulève des observations, le procureur ne tient pas compte de ces observations, je n'ai pas d'autre choix que de me lever. Nous l'avons dit hier et avant-hier. Nous l'avons dit. S'il y a des questions à poser sur le registre en ce qui concerne les visites, que le procureur pose ces questions. Il n'a pas de commentaire à faire, Monsieur le Président. Yes. Si, non, je tenais à le dire, Monsieur le Président, je suis désolé parce que s'il le fait 10 fois, je serai obligé de me lever autant de fois. Ça je suis au regret, mais franchement, je préfère le dire. Qu'il pose des questions et que le témoin réponde. Maître André, non. Il y en a un qui fait une opposition, une objection, et ça suffit. Maître André, ce que je vous dis, c'est que dans ce cas-ci, et je répète, c'était pas nécessaire, mais la seule chose que le procureur a fait, c'était pas faire des commentaires, il a simplement lu ce que nous lisons tout. Il a lu qui rentrait, qui sortait, et tout ça découle du registre. Et maintenant, il va poser la question. Il n'a pas fait de commentaires. Maintenant, la question est la suivante, monsieur le témoin. Monsieur Mangou, vous souvenez-vous, vous êtes rendu à la résidence ce jour-là, avec ces gens-là, à la date qui est donnée ici, au moment qui est repris ici entre 10h50, vers 10h50. Monsieur le Président, moi je suis ici pour la manifestation de la vérité. Donc le fait d'aller chez le Président de la République en tant que chef d'état-major, moi ça ne me pose aucun problème. Si j'y vais, c'est certainement pour lui faire des comptes rendus relatifs à la situation. Mais ce document pose problème parce qu'en justice, on ne devait pas présenter un tel document. Un cahier d'événements n'est pris en compte que lorsque le chef a apposé sa signature. Et non quand on voit des éléments qui montent et qui descendent. Quand vous regardez le document, le chef de groupe n'a pas posé sa signature. Le commandant du GSPR n'a pas posé sa signature. Ce sont des documents qui sortent pratiquement de la boue, avec la boue dessus. N'importe qui peut confectionner un tel document. N'importe qui peut confectionner un tel document. Quelle est la valeur juridique que revêt ce document? Moi, je ne comprends pas. Je peux faire un document, mettre les noms des gens, et puis bon, les heures de sortie qui correspondent à un événement. Donc moi, ça me pose problème. Mais je sais, et je l'ai souligné ici, que concernant les rencontres avec le président de la République, au palais présidentiel, j'ai donné des dates, j'ai donné des heures. Mais par contre, à la résidence, on a été convoqué plusieurs fois. Donc ça, je ne nie pas le fait. S'il estime que mon nom y est parce que j'ai rencontré le président, je dis oui, j'ai rencontré le président, mais c'est pour des comptes rendus relatifs à des faits qui se produisaient. Voici ce que je voulais dire, Monsieur le Président. Le juge président, je comprends fort bien vos commentaires par rapport à ce document, mais c'est celui que nous avons. Donc, nous, on doit faire avec ce que nous avons.
Et puisque votre nom est repris ici sur ce document, il semblerait, d'après ce document, que vous êtes rentré et ressorti avec les autres personnes qui se trouvaient au palais présidentiel. Aussi, la question que je tiens à poser, c'est que ce jour-là, un jour donné, donc le 15 décembre, en soirée, à savoir la veille de la marche, la question est tout à fait légitime. C'est vous demander si vous vous souvenez vous y être rendu la veille, et si vous y avez été, vous en souvenez, quelle fut la discussion avec ces gens-là et le président? Très sincèrement, Monsieur le Président, je ne m'en souviens pas. Je ne m'en souviens pas. Parce que ça fait quand même longtemps, je ne m'en souviens pas. Thank you very much, Mr. Prosecutor. Juge président. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur le procureur. Poursuivez, je vous prie. Thank you, Your Honor. Donc, vous ne vous en rappelez pas. Dans le but de vous rafraîchir la mémoire, je vais vous référer à vos déclarations antérieures et je vais donc prendre le transcrit 0051-0935, ça c'est la première page. Évidemment, c'est sur notre liste, numéro 35, on m'informe. Et vous dites, je vais vous rafraîchir la mémoire à la page 0961. Et je vais débuter à la ligne 891. Si je ne m'abuse, je crois que c'est même moi qui posais la question à l'époque. Vous dites que le déploiement a débuté le 15 au matin. Votre réponse? Le 15 au matin, disons le 14. Ma question, donc le 14. Votre réponse, le 14 au soir. Le 14, et je pose la question, le 14 au soir, vous seriez allé à la résidence. À la résidence. Et qui est présent? Avec qui êtes-vous allé? Là, vous répondez, il y avait tous les généraux qui y étaient. C'est-à-dire, moi, Cassaraté, Doc Beaublé, Brindou, le directeur général de la police, Detto, Aka. Donc, on discutait, on posait des problèmes. Et qui d'autre était là? Ce sont ces généraux que je vois. Y avait-il des politiques, des civils? Et là, vous répondez, souvent, souvent. Ainsi de suite. Donc, vous semblez placer une rencontre Monsieur le Président. le 14. Monsieur le Président. Ma question est, cela vous rafraîchit-il la mémoire? Oui, bien sûr. Monsieur le Président. On a demandé aux témoins le 15, la veille de la marche. Ici, on est au 14. Le témoin a dit que le 15, il ne s'en souvient pas. On n'a jamais demandé au témoin s'il y est allé le 14. I realized that. Le président, je m'en rends bien compte. Oui, allez-y, allez-y. Oui, j'avais bien constaté. Monsieur MacDonald,
Monsieur le Président, il ne convient pas de tenir de tels propos lorsque le témoin est à la barre. Le président, oui, certes, mais le témoin comprend bien la différence entre le 14 et le 15. Le président interrompant, je dois donner la parole à Maître Altit. Monsieur MacDonald, j'aimerais que le témoin soit accompagné en dehors du prétoire, avec votre autorisation, bien sûr. It's okay, Your Honor. No. Juste un mot de précision. Je me suis levé pour m'associer à la remarque de mon confrère, mais pour en tirer une conséquence, on ne peut pas demander au témoin, on ne peut pas dire qu'on va rafraîchir la mémoire du témoin sur une date qu'on n'a pas soumise au témoin. Donc il y a objection. La question ne peut pas être posée parce qu'il ne peut pas y avoir rafraîchissement de la mémoire du témoin. Si c'est le 15, ce n'est pas le 14. C'était juste pour cela. Le président, comme je l'ai déjà dit, j'avais bien constaté cela. Cela dit, je ne peux pas deviner ou anticiper ce que la personne qui interroge a à l'esprit. Maintenant, cela a été consigné par écrit et je demande au témoin, je lui pose la question suivante. Monsieur le témoin, est-ce que vous êtes au courant d'une réunion au cours de laquelle la marche a fait l'objet d'une discussion et qui aurait eu lieu le 14 décembre? Oui, Monsieur le Président. Can you talk about this? Le président, est-ce que vous pouvez nous parler de cette réunion? De quoi s'agissait-il? Monsieur le Président, nous avons donc été convoqués à cette réunion pour recevoir les instructions que la marche était interdite. Nous en avons donc profité pour faire le point de la situation qui prévalait et émis le souhait que la marche n'ait pas lieu. Parce que nous pressentions qu'il allait y avoir des troubles. Donc nous l'avons souligné. Et nous avons même demandé au président si on pouvait avoir demandé à M. Choi d'user de son influence pour parler aux deux grands afin que la marche n'ait pas lieu. Parce que nous pressentions vraiment qu'il allait y avoir des troubles. Mr. Prosecutor. Le président, monsieur le procureur, merci. Cette rencontre, avez-vous reçu des instructions du président? Oui, nous avons reçu les instructions. Les instructions, c'est que la marche ne doit pas avoir lieu, qu'elle était interdite. Très bien. Quel a été le dispositif, plus général, suite à cette rencontre? Est-ce qu'il y a un dispositif de sécurité qui a été mis en place? Donc, suite à cette rencontre, effectivement, un dispositif de sécurité a été mis en place. Brièvement, quel était-il? Alors, il faut noter que concernant la gestion de la marche, je voudrais être clair parce que j'ai pris connaissance des transcrits et il y a eu une petite confusion à ce niveau. Il y avait 3 événements. 1. La mise en place des éléments militaires à des points stratégiques de la ville, qui étaient du ressort de l'armée. La sécurisation de la RTI, du ressort de l'armée. Au niveau du Golfe, vous savez qu'il y a eu des échanges de tirs entre ceux qui étaient et nous. Ça relevait donc de la compétence de l'armée. Mais la marche elle-même était gérée par la police nationale, appuyée par le SECOS. Il faut dire que l'armée n'est pas compétente pour encadrer la marche, pour gérer la marche.
Donc, nous, les différents points, donc, pour arriver à votre question, la mise en place. Donc, si on pouvait commencer par la RTI. Quel était le dispositif sécuritaire de l'armée à la RTI? Donc, le dispositif sécuritaire de l'armée à la RTI, il y avait déjà au niveau de la RTI un peloton de la gendarmerie, une section du 1er bataillon de commando parachutiste, les deux sections étant appuyées par un peloton blindé et 2 bitubes du BASA. Donc, normalement, pour défendre un point, au moment de la marche, ces éléments sont sortis. Et où étaient-ils positionnés autour de la RTI? Étaient-ils autour de la RTI dans un premier temps? Non, eux, ils étaient devant. Maintenant, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent. Quand vous prenez la rue qui passe à Danga, ancien Cocody, qui relie le centre culturel allemand, à ce niveau, il y avait des élèves de police, de l'école de gendarmerie, pardon, les élèves de l'école de gendarmerie. De l'autre côté, du marché de Cocody jusqu'au carrefour de l'Institut national des arts, il y avait la gendarmerie nationale. Au rond-point de Saint-Jean, il y avait la police nationale. Le SECOS donc faisait la patrouille entre le carrefour de la vie et l'école de gendarmerie, un élément du SECOS. Sans compter que déjà, il y a une partie du SECOS qui appuyait la police dans la marche. Sur l'axe Jardin de la Riviera, c'était les élèves de l'école de gendarmerie. Voici le dispositif qui entourait la RTI. Et si on arrête ici, ce dispositif, donc, était autour de la RTI. Qui était responsable de ce dispositif à cet endroit? Est-ce que c'était l'armée? Est-ce que c'était la police? Non, c'était l'armée. Ce qui concerne la RTI, c'est l'armée. D'accord. Prenons maintenant les éléments qui étaient au carrefour Marie-Thérèse, au Fouette-Boigny. Cela relevait de la compétence de qui et quels étaient les éléments présents? Donc, les éléments qui étaient, côté Imputo, il y avait donc un peloton blindé, un bitube du BASA, 2 mortiers 60, une 12-7 du SECOS, et dans le jardin du Golfe, on avait mis des éléments, une section d'infanterie. Côté Marie-Thérèse, on avait un peloton blindé, un bitube du BASA, 2 mortiers et une 12-7 du SECOS. Donc, si vous voyez bien, ce sont pratiquement les mêmes éléments qui sont de part et d'autre. La gestion de ce dispositif relevait donc de la compétence de l'armée. L'armée était-elle déployée à d'autres endroits spécifiquement, je dis bien spécifiquement, en vue de cette interdiction? Oui, l'armée était déployée à certains endroits de la capitale. On avait au rond-point d'Abobo des éléments mixtes, police, gendarmerie. On avait à Samaké une section. On avait à Coco Service une section. Au niveau de Yopougon, à la Maka,
le bataillon blindé et la BAE. Au niveau du corridor, là, ce sont les éléments qui habituellement ils font le service. Donc, c'était un effectif mixte, police, gendarmerie, douane, eaux et forêt. Au niveau du plateau, au niveau de la gare Anne, on avait une section. Pourriez-vous répéter le nom que vous venez juste de mentionner parce que vous l'avez dit rapidement? Donc, c'est la RAN. La RAN, c'est la régie Abidjan-Niger, une gare de train. Donc, à ce niveau, une section de la police. La zone Koumassi, Marcory, était donc réservée aux gendarmes commandos et éventuellement, en cas d'intervention aussi, aux éléments de la base aérienne d'Abidjan. Au niveau de Sebroko, ce sont les éléments, une section des éléments du BCS, du bataillon de commandement et de service. Voici en gros le dispositif qu'on avait mis en place. Mais je précise que ce dispositif militaire n'a pas contact avec les marcheurs. C'est un dispositif qu'on a mis à des points stratégiques pour, un, éventuellement dissuader les marcheurs, deux, empêcher que des éléments extérieurs à Abidjan viennent s'infiltrent dans le dispositif. Maintenant, la police, donc les forces de première catégorie, si je comprends bien, elles s'occupaient de quoi au juste cette journée-là? Quelles étaient les responsabilités donc de la police? Alors, la responsabilité de la police, une gestion autonome, entièrement autonome, parce que la gestion de la foule relève de leurs compétences. Et ça, la police le fait avec des moyens conventionnels que nous, militaires, nous ne savons pas faire. Donc, cette police était au contact des marcheurs. Et à votre connaissance, la gestion du volet police était gérée depuis quel endroit? Alors, je saurais vous dire parce que je sais que des marcheurs sont partis de Boribana, des marcheurs sont partis d'Adjamé. Excusez-moi, ma question est la suivante. Le poste-commandement de la police pour cette journée-là était situé à quel endroit? Alors, le poste-commandement de cette journée pour la police, c'est toujours le PC Minos. Et le PC Minos se trouve dans les locaux du ministère de l'Intérieur, c'est bien cela? Oui, c'est bien cela. Et cette journée-là, la police relevait de qui? Le directeur général de la police, au niveau hiérarchique de cette marche, cette journée-là, quelle était sa hiérarchie? C'est bien ça. Le directeur général de la police gérait la marche, puisque ce sont les éléments de la préfecture de police, appuyés par le SECOS, qui faisaient le travail. Donc lui, il faisait la gestion. Mais pour ce volet-là, au niveau de sa propre hiérarchie à lui, à votre connaissance, qui lui donnait instruction, s'il avait à recevoir instruction? Alors, à ce niveau, s'il avait à recevoir des instructions, c'est du ministre de l'Intérieur, M. Émile Guirielou.
Et pour le volet militaire, le déploiement du volet militaire, où était le poste de commandement? Pour le déploiement du volet militaire, le poste de commandement était à l'état-major des armées. Est-ce que, au cours de cette journée, OK, je vais reformuler. Qui était présent au poste de commandement de l'armée cette journée-là? Alors, au poste de commandement de l'armée, le chef d'état-major y était, le général d'État y était, puisqu'il était chargé de coordonner, enfin du commandement même, des éléments qui étaient au point stratégique, des éléments de la RTI et des éléments du Golfe. Enfin, je vais parler des postes de contrôle du Golfe. Au niveau du je vais revenir. J'ai plusieurs questions que je vais vous poser. Vous avez débuté vos activités cette journée-là vous-même, donc votre journée, vous rappelez-vous vers quelle heure? Alors, cette journée, très tôt le matin, à 7 heures, je me suis donc déplacé, je suis allé à la RTI pour voir le dispositif qui a été mis en place. Donc, dès que je suis parti de la maison, je suis passé par là pour voir le dispositif avant de rejoindre l'état-major des armées. Il devait être 7 heures par là. Et ce dispositif, vous rappelez-vous, celui de l'armée, quand il a été mis en place? Alors, ce dispositif a été mis en place, disons même, le jour de la marche, mais très tôt. Déjà à 6 heures, le dispositif était en place. Et à votre connaissance, le dispositif de la police avait été mis en place à quel moment? Je ne saurais vous le dire. Je n'ai pas d'heure précise de la mise en place du dispositif de la police. Petite question. Donc, les éléments du SECOS qui faisaient partie du dispositif de l'armée, parce que vous avez mentionné qu'il y a des forces mixtes au sein du dispositif sécuritaire de l'armée, qui leur donnait les instructions? Alors, le dispositif que j'ai mentionné concernant le Golfe, ils étaient donc sous la responsabilité de celui qui avait la gestion des unités côté Mputo et de celui qui avait la responsabilité de la gestion des unités côté Marie-Thérèse. Je voudrais vous préciser. Excusez-moi, continuez, puis après ça, j'ai juste une petite question de précision. Donc, je voudrais vous préciser que dans l'armée, lorsqu'une unité vient en soutien ou en appui, quelle que soit son origine, cette unité se met sous la responsabilité de l'unité qui la reçoit. Donc, qui a demandé le soutien du SECOS dans le dispositif de sécurité de l'armée?
c'est le chef d'état-major qui a demandé le soutien du dispositif du SECOS dans le soutien du dispositif de l'armée. Donc, sans parler à la troisième personne, c'est vous-même. C'est moi-même. Qui a fait la demande, à votre connaissance, pour le soutien du SECOS dans l'opération de police? Ça doit être le directeur général de la police, puisque vous avez dû le constater, au niveau du SECOS, ils ont une brigade qui a été créée spécialement pour le maintien de l'ordre. Est-ce que vous êtes retourné au poste de commandement de l'état-major à ce moment-là, à l'état-major, pardon, après votre visite du dispositif de sécurité? C'est bien ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, je suis reparti à l'état-major. Comment suivez-vous le déroulement des événements? Du côté de la marche elle-même, je ne pouvais pas suivre le déroulement des événements parce que je n'avais pas de contact radio, je n'avais pas de contact avec le directeur général de la police nationale. Par contre, du côté militaire, le général d'Étau me renseignait, me rendait compte de ce qui se passait sur cellulaire. Dans la salle de commandement, y avait-il des écrans pour suivre la marche ou suivre les événements que vous suiviez vous-même? Alors, dans la salle de commandement, effectivement, il y avait des écrans vidéo qui ne couvraient pas tout Abidjan, qui prenaient seulement en compte le rond-point d'Abobo, les deux ponts, Houphouët-Boigny et De Gaulle, et une partie du tarmac de l'aéroport. Receviez-vous des comptes rendus? Les comptes rendus, j'ai commencé à les recevoir à partir de la confrontation qu'il y a eu entre les éléments qui étaient au Golfe et les nôtres. Du côté de la RTI, oui, je peux dire que je recevais les comptes rendus parce que dans l'armée, même un compte rendu négatif est un compte rendu. Même quand vous dites rien à signaler, c'est un compte rendu. Donc de ce côté, on me rendait compte également. La confrontation qu'il y a eu entre les éléments au Golfe et le dispositif, vos éléments, vous rappelez-vous de l'heure? Oui, peut-être ça ne peut pas être l'heure exacte, mais je crois que cette confrontation a commencé aux environs de 9 heures. Donc 9 heures le matin. Le matin. Et à ce point, pourriez-vous nous expliquer ce qui s'est produit, s'il vous plaît? Et est-ce qu'il y avait des marcheurs d'impliqués? Alors, à ce point, il n'y avait pas de marcheurs. Il n'y avait pas de marcheurs. C'était plutôt les éléments précurseurs, c'est-à-dire les militaires qui étaient sortis, et quand ils sont sortis, ils ont
tiré en direction de nos hommes. Il s'en est suivi une riposte qui a dégénéré en combat. Donc le combat a duré en gros 30 minutes. De notre côté, nous avons déploré 2 morts, 3 blessés. Du côté de nos frères, je n'ai pas le bilan. Je n'ai pas le bilan. Est-ce que vos éléments déployés, outre le rond-point, outre ce que vous venez de décrire, ont été impliqués dans d'autres affrontements ou combats? Non. Ça a été le seul lieu où il y a eu affrontement. Est-ce que vous étiez en contact avec le président de la République lors de ces événements, de cette journée du 16 décembre? Oui. Après donc la confrontation du Golfe, j'ai reçu un coup de fil du général Palacé me demandant de ne pas faire bouger les hommes, de rester sur place. Parce que généralement, après une confrontation, si vous voyez que vous prenez le dessus, ben, les troupes progressent. Donc il m'a dit, vous restez sur place. Donc j'ai appelé le président pour lui faire le compte-rendu. Et le général Palacé a été clair, il a dit, si jamais vous touchez au Golfe, considérez que vous entrez en guerre avec la France. Donc, quand j'ai rendu compte de la situation au président, il m'a dit, ne bougez pas, restez sur place. Cette discussion avec le président a eu lieu vers quelle heure? Alors, c'est à la fin du combat. J'ai dit le combat a duré en gros 30 minutes. Début probable, puisque je n'étais pas très sûr de l'heure, 9 heures. Disons, aux environs de 10 heures. Non, le président, généralement, c'est 11 heures que je l'appelle. Il est couche tard, mais il se réveille aussi un peu tard. Donc, aux environs de 11 heures midi, j'ai pu avoir le président pour lui faire un compte rendu. Outre le fait que vous seriez en guerre avec la France, avez-vous fait un rapport au niveau des pertes en vies humaines, que ce soit combattants ou non combattants? Puis-je savoir à qui je dois faire le compte? Excusez-moi, lorsque vous étiez lors de cet appel après 11 heures avec le président, lui avez-vous fait un compte-rendu en termes de vie humaine, que ce soit combattant, non combattant, militaire, civil, quoi que ce soit? Monsieur le Président. Maître Bougnon. Maître Bougnon. Parce qu'elle ne suit pas la logique de la ligne de questionnement du procureur. Il a demandé au début, le témoin a répondu qu'il y a eu... Monsieur le Président, cette question telle qu'elle est posée peut induire le témoin en erreur. Donc, si on peut la reformuler. Comme le témoin est là, je ne vais pas aller en détail, mais si on peut la reformuler. Le juge président, oui. Je vois exactement ce que vous voulez dire. Monsieur le témoin, y a-t-il eu des blessés? Oui, Monsieur le Président, il y a eu des blessés militaires. Vous avez même dit 2 morts. Excuse me. 2 morts. Altogether, were there casualties? Donc, y a-t-il eu des victimes le jour de cet événement? De quel côté et combien? Alors, Monsieur le Président, du côté du Golfe,
nous avons déploré 2 morts et 3 blessés dans nos rangs. Du côté de la RTI, il n'y avait rien à signaler. Du côté des éléments que nous avions prépositionnés sur les points stratégiques, rien à signaler. Did you report? Le juge président. Et vous en avez fait part au président dans un rapport? Oui, Monsieur le Président, j'ai rendu compte au président de la République par voie téléphonique. Thank you very much. Le juge président. Merci beaucoup. Monsieur McDonald, poursuivez. Lors de cet appel, ou avant cet appel, aviez-vous été informé de la mort de civils? Non, je n'ai pas été informé de la mort de civils, puisque je n'étais pas en contact avec le directeur général de la police nationale. So, Your Honor, at this stage, Le procureur. Monsieur le Président, j'aimerais soumettre le témoin de confrontation. Le juge président, par rapport à une déclaration précédente, le procureur, oui, celle du mois d'octobre 2013. Et encore une fois, au fin du compte rendu, il s'agit de la déposition 0051 0935. C'est le numéro 35 sur notre liste. Et je vais devoir lire 2 extraits, 2 parties. juste un petit instant. We can always go into private session. Le procureur. Je crois qu'il est toujours possible de passer à huis clos partiel en cas de besoin à la lumière de la règle 74. Non pas que je le préconise, mais le juge président. Très bien, passons à huis clos partiel. 0972 pour débuter, pardon. La ligne 1303 et suivante. Apologies, Mr. President. We are back to open session. La greffière d'audience. Toutes mes excuses, Monsieur le Président. Non, on est de retour en audience publique. Vous pouvez le voir si on lit à la ligne 1303. Et je vous cite, M. Gbagbo est informé du déroulement de la marche. La question par qui? Et si on va à la page suivante, eh bien par moi. Et je vous ai dit qu'il ne se levait pas avant 11 heures, mais déjà à 12 heures, je l'ai appelé et je lui ai rendu compte du déroulement de la marche. Très bien. Alors, on va prendre une petite pause ici. Et je vais lire à partir de la ligne 1316. Vous pouvez lire, de toute façon, mais pour les fins d'enregistrement. Question à la ligne 1316. Et je cite, « Alors, quand vous dites qu'on a un compte-rendu de mort à Bobo, qu'on avait perdu des hommes, vous voulez dire que vous avez fait référence à des éléments de quoi? De Fancy ou
et là c'est de la police, et vous avez répondu à la ligne 1321 de la police. Question, ligne 1322. Vous avez fait rendre compte d'éléments au président, la mort de policiers. 1323 de la police. 1324. Question, est-ce que vous avez fait à ce moment-là rapport de mort de civils au président? Réponse à 1326, des civils également. Alors, arrêtons ici et ma question est la suivante. Ça vous rafraîchit la mémoire? Oui, ça me rafraîchit la mémoire et je reconnais ce que j'ai dit. Mais vous me posiez la question de savoir si au cours de la marche, là, le compte rendu que j'ai fait, c'est en fin de marche. Parce que dans une action, il y a les comptes rendus en cours d'action et les comptes rendus à la fin de l'action. Mais au cours de la marche, je n'avais pas ces renseignements. Mais à la fin, j'ai rendu compte de quelques renseignements que j'avais. Très bien. Alors, juste un petit instant, si on pouvait enlever le document. Juste un petit instant, on va poursuivre sur ça. Donc, expliquez-nous, vous dites qu'il y a une première discussion donc à midi. Et avez-vous eu d'autres discussions avec le président cette journée-là? Alors, c'est un compte rendu que j'ai fait, un compte rendu que j'ai fait au président. Est-ce qu'on a eu d'autres discussions? Je ne me rappelle pas. Compte rendu. Utilisons, choisissez les termes. On dit la même chose. Donc, avez-vous fait un compte rendu au président plus tard dans la journée? C'est plutôt un compte rendu. Une discussion, ce n'est pas un compte rendu. Allez-y, expliquez-nous quel a été le compte rendu. En fin de journée. En fin de journée? Il y a une objection, ou en tout cas, mon collègue est debout. Je ne sais pas pourquoi. Le juge président, Maître Ndré. Vous avez, je ne me rappelle pas de la date de cette décision orale-là. Vous avez dit que lorsque nous voulons citer le témoin pour faire une confrontation, nous devions avoir en esprit l'idée de ne pas, en tout cas, travestir ou tromper le témoin. C'est ça la ligne directrice. Est-ce qu'il est possible, puisque le procureur a fait cas de cette page-là, est-ce qu'il est possible de lire le témoin jusqu'à la fin de cette page? Est-ce que c'est possible? Parce que, voilà, Monsieur le Président, je tiens à cela parce qu'il faut être complet sur la question. Est-ce que c'est possible? Yes. Monsieur. Le juge président, tout est possible, mais je ne pense pas que l'on puisse induire ce témoin-ci en erreur. Il n'y a personne qui essaye de l'induire en erreur. Et personne n'essaye. Et je ne crois pas que ce serait possible de toute façon. Je vois très bien ce à quoi vous faites allusion, mais moi, j'invite le procureur de continuer, d'aller peut-être un peu plus loin éventuellement, mais je ne vois vraiment pas le procureur. Je passe au français, Monsieur le Président. Les présidents sont inappropriés en présence du témoin et n'ont qu'un objectif, selon nous, c'est d'influencer le témoin. Et comme vous dites, le témoin ne peut pas être influencé. Mes collègues auront la chance de poser des questions également. Je ne suis pas là pour être malhonnête avec le témoin, loin de là. Je pose des questions, le témoin donne des réponses, je lui rafraîchis la mémoire. C'est important, Monsieur le Président, ce que je dis. Parce qu'en ce moment, la défense, depuis la fin de la journée hier et encore ce matin, font des interventions qui sont inappropriées. Je vous soumets. Monsieur le Président. Maître Ndré, where do you... Maître Ndré, où pensez-vous, quelle ligne pensez-vous faut-il lire? Jusqu'à quelle ligne? Monsieur le Président. Le juge président, répondez à ma question. Je vous ai posé une question. Jusqu'à quelle ligne faut-il lire cette déclaration?
1333 à la ligne 1335. Can we bring this up, please? Le juge président, peut-on afficher ce texte? I can even read And, where I and, left I, off. and I would like that the parties would not. Et j'aimerais bien que les parties ne se livrent pas à des polémiques entre elles. Il faut avancer avec cette affaire. Et tous ces commentaires qui ne sont pas pertinents ne devraient pas avoir lieu. Bon, ok, c'est 333. Le procureur. Très bien, je vais reprendre là où j'avais arrêté et j'irai jusqu'au bout. Alors, je relis la question à partir de 1394. Excusez-moi, je suis sur la bonne page. Excusez-moi, pardon. Alors, 1324 et suivante. Est-ce que vous avez fait, à ce moment-là, rapport de mort de civils au président? 1326, des civils également. Ligne 1327, également. Et que ces civils étaient morts à quel endroit? 1328, à Abobo notamment. Question 1329. À Abobo notamment, est-ce que il y a un chevauchement? Vous répondez à Abobo notamment. 1331, non. Lorsque vous dites notamment, donc, quels sont les autres endroits? Est-ce que vous avez fait rapport? 1333, votre réponse. Non, parce que dans les comptes rendus, il y a des comptes rendus en cours d'action. Vous avez une marche qui se déroule, qui n'a pas pris fin. Donc, les premiers renseignements que j'ai reçus, je communique déjà. Voilà, c'est lui, Monsieur le Président. Maintenant, je vais revenir. Yes, thank you. Juge président, oui, merci. And Maître Ndri, and this is what. Le juge président. Et Maître Ndri, c'est exactement ce que le témoin avait précisé, en fait. Ce qu'il avait dit, sans pour autant qu'on lui ait... Enfin, c'est ce qu'il avait dit spontanément. Donc, je vois vraiment pas où est le problème. Maintenant, voilà, je voulais juste vous dire ça. Était que le témoin a dit, je vais confronter le témoin à sa déclaration antérieure, ce qui suppose une contradiction. Alors, ok. Le juge président, je sais, mais enfin, tout ça est très formaliste. Je crois que sur le fond, il n'y a rien qui soit modifié ou qui ait changé. Your Honor. Donc, y a-t-il eu un deuxième compte-rendu après la fin des événements auprès du président de la République? Oui, il y a eu un deuxième compte rendu au président de la République. Je précise bien que la gestion de la marche étant essentiellement du ressort de la police a fait ses comptes rendus et a adressé ses comptes rendus à son ministre de tutelle. Et quand il est arrivé l'après-midi, il nous a fait seulement un compte rendu oral. J'ai encore en mémoire ce compte rendu oral. Ce compte rendu oral tenait compte de tout ce qui s'est passé sur le territoire national. Parce que j'ai eu quand même à regarder ces comptes rendus, il y a bien des points qui ne sont pas dedans. Il nous avait signalé au niveau des Divo des éléments qui étaient armés, embusqués dans les quartiers. Au niveau de Yopougon, notamment à Port-Boué, un mort. À Ouassakara, 3 blessés.
au niveau du carrefour H, il nous avait signalé 3 morts, 8 blessés. Au niveau de Williamsville, carrefour Guény-Comenan, 1 mort. Et ce mort, il a été tué accidentellement. Je crois qu'il est tombé d'un véhicule et il est mort. Et à ce niveau, 8 blessés. Au niveau de l'ENA, il nous avait signalé 1 mort. Au niveau du Golfe, donc, nos 2 morts qui ont été pris en compte. Au niveau de Koumassi, un journaliste qui a été pris à partie par la population et qui, malheureusement, a perdu la vie. Au niveau d'Abobo, il nous avait signalé dans les environs du 32e arrondissement des éléments armés de calibre 12. Au niveau du PK-18, grande manifestation. Et au niveau d'Anonkwa-Kouté, le décès d'un militaire, d'un policier, des tirs à balles réelles qui avaient été entendus au niveau de la mairie d'Abobo, à Saint-Joseph, toujours à Abobo, au rond-point, un élément CRS qui a été tué. Toujours au niveau d'Abobo, 3 éléments des forces de défense et de sécurité qui ont été brûlés vifs, calcinés à leur domicile. À Bassam, il nous avait signalé 1 mort, 7 blessés et 12 journalistes qui ont été arrêtés puis relâchés. Voici le compte-rendu que nous avions reçu au niveau de l'état-major. Par qui? Parce que vous ne l'avez pas indiqué. Vous avez, pour clarifier, M. Mangou, clarifier le transcrit. Par oui, qui? Je l'ai souligné tout à l'heure. J'ai dit, quand le DGPN est venu, oralement, il nous a donné cette information que moi j'ai notée dans un cahier et que j'ai revu avant de venir. Que vous avez revu avant de venir témoigner? Ça, c'est mon cahier personnel. Est-ce que vous l'avez avec vous? Non, je ne l'ai pas ici. Et donc, c'est ce compte-rendu, est-ce que vous en avez rendu compte au président de la République? Oui, j'ai fait le compte-rendu au président de la République, mais pour le président, j'ai souligné qu'il y avait des morts civiles, sans en définir le nombre. Par contre, j'ai mis l'accent sur les morts militaires, les 3 d'Abobo qui sont morts calcinés, ceux qui ont été tués aux environs d'Anonkwa-Kouté et à Saint-Joseph. Là, j'ai mis l'accent dessus. Quelle a été sa réaction? Le président a déploré qu'il y ait des morts. Vous vous rappelez de votre réponse lors de votre entretien, de votre deuxième entretien, quant à la réaction du président lorsque vous lui avez fait ce compte-rendu? Là, je ne vois pas de quoi vous parlez. Vous rappelez-vous avoir été questionné antérieurement par le bureau du procureur sur cette réaction du président alors que vous lui rendez compte suite à la marche? Je souhaiterais que vous puissiez me rafraîchir la mémoire. D'accord? Un petit instant.
Donc, il s'agit du transcrit de l'accusation 0051 0978. Et c'est à la page, 1005. Et je vais lire à partir de la ligne 971 à 976. Excusez-moi. « 983. Alors, comment avez-vous la question? 970, d'accord. Et donc, comment avez-vous communiqué avec lui? Réponse à comment j'ai communiqué, c'est je l'ai appelé au téléphone. Question. D'accord. Qu'est-ce que vous lui avez dit? Réponse. Non, je lui ai donné la situation qui était sur le terrain. Et je lui ai dit qu'il y avait des morts. Hein? Des morts. Et que nos éléments, à l'issue, donc de la marche qui a pris fin, nous avons allégé le dispositif, que nos éléments étaient encore sur place et qu'il y avait le SECOS et la gendarmerie qui patrouillaient dans les zones qui étaient imparties. Question. Et c'était quoi sa réponse? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Réponse. Qu'il a compris. Question. Encore une fois, il a compris? Réponse. Il a compris, oui. Question. Est-ce qu'il vous a donné d'autres? Il y a un chevauchement. Vous intervenez, ligne 982. Quelquefois, quand il dit il a compris, il dit c'est bien. Courage, continuez. Donc, qu'est-ce qu'il a dit précisément? Personne entendu, vous-même. Il a compris. Il avait compris. Voilà. Continuer jusqu'à la fin, mais... Oui, vous devez continuer. Je dois continuer? Absolument. Ah, je suis obligé de continuer. Je peux continuer, Monsieur le Président, mais je ne le fais pas. Yes, but I mean, we can't. Le juge président, on ne peut pas tout lire quand même. No, it's okay. Je vais inviter Monsieur le procureur à continuer, parce que s'il ne continue pas, il aura tronqué une réponse qui vient relativiser ce qu'il a cité. Voilà pourquoi, pour la clarté des choses, il aurait dû aller jusqu'à la ligne 987. Go to line 987 because it's only a couple of lines more. Bon, écoutez, monsieur le procureur, continuez un peu plus loin parce que ce n'est que quelques lignes de plus. Allez jusqu'à 987. Sinon, j'aurais proposé à maître d'y revenir quand c'était à son tour. Mais enfin bon, ce n'est que quelques lignes. Allons-y, on gagnera du temps. 986, question. Est-ce qu'il a dit « courage, continuez » 987, non, non, non. J'ai dit quelquefois. Il n'a pas dit cette fois-ci. D'accord? Monsieur Mangou, est-ce que ceci vous rafraîchit la mémoire? Absolument, ceci me rafraîchit
Ceci me rafraîchit la mémoire. Mais le courage continué n'était pas consécutif au compte-rendu que j'ai fait au président. Ce n'est pas pour ça qu'il avait dit courage continué. Habituellement, quand nous sommes sur le terrain et que je lui fais des comptes rendus, des situations où nos hommes ont travaillé, pas forcément qu'il y ait des morts, il nous dit courage continué. Mais le courage continué ici, ce n'est pas parce que je lui ai annoncé des morts civiles, des morts militaires qu'il a dit courage continué. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas dans cette optique. Et rassurez-vous, là n'était pas l'objet de mes questions, c'était la question de savoir qui vous a précisé qu'il a compris. C'est bien ça. D'accord. Je vous remercie. Je vous proposerai, Monsieur le Président, de faire la pause à ce moment-ci, car soit que je continue avec un document. I would propose to give. Yes, I would propose to. Juge président, je propose de donner la parole à Maître Altide qui l'a demandé. Pardon, confrère, hein, je ne voulais... Can we excuse the witness, Your Honor? Le procureur, est-ce qu'on peut proposer aux témoins de sortir? C'est la pause. Le juge président, je le sais. Question de la part du représentant de l'accusation, parce que je voudrais, avec votre permission, faire corriger ce qu'il y a au transcrit français, page 30, ligne 14. Il y a une question posée par le représentant de l'accusation, que je cite rapidement. Donc, y a-t-il eu 12e compte-rendu après la fin des événements auprès du président de la République? Nous sommes à la ligne 14 jusqu'à la ligne 16 et à la ligne 17, réponse du témoin. Oui, il y a eu 12e compte-rendu. Le témoin de mémoire avait dit un compte-rendu et non pas... un 2e compte-rendu et non pas un 12e compte-rendu. Ça me semble assez important de le préciser et de le faire corriger, Monsieur le Président. Voilà le sens de mon intervention. Okay. It was a second, not a 12th. Donc un 2e et non un 12e, ce qui me semble absolument raisonnable. N'est-ce pas, monsieur le témoin? Bien ça, Monsieur le Président. OK. Le juge président, très bien. Ben, c'était bien que le témoin soit resté dans le prétoire. Il a pu confirmer qu'il s'agissait du 2e et non du 12e. Nous avons une pause café, non pas déjeuner, mais une pause café d'une demi-heure. Et on se retrouve à 11h30 pour la 2e session de notre matinée. L'audience est levée.